Le 21 septembre, le parti d'Emmanuel Macron organise une campagne de communication basée sur l'image du président avec le slogan « Ensemble, nous réussirons ». Des milliers d'affiches sauvages apparaissent partout et notamment à Paris. Tout ça pourquoi? Pour une démonstration de force avant les élections de 2022 où Macron sera le candidat à sa propre réélection. Et on apprendra le 3 octobre que ces affiches ont été collées en réalité par une entreprise privée qui a été embauchée par La République En Marche. Ainsi commence la campagne électorale d'Emmanuel Macron avec très peu de militants mais avec beaucoup d'argent. Et avant que commence sans doute la plus importante élection présidentielle de l'histoire de France, on va revenir un petit peu en arrière pour vraiment comprendre comment est-ce que Emmanuel Macron et sa bande ont réussi ce qui s'apparente quand même vachement à un coup d'état médiatique il y a à peine 3 ans. Macron se lance à la présidentielle, mais sans programme ni parti en 2016. La première étape est donc de trouver des financements. Il part dans des soirées à Londres, dans des rencontres parisiennes et se comporte comme un vrai dirigeant de start-up avec une clientèle cible, cette catégorie de la population dont il n'arrêtera jamais de servir les intérêts, évidemment les grandes fortunes. Cette initiative, au début, elle était un peu laborieuse, mais petit à petit, pas mal de riches commencent à être convaincus et sortent le carnet de chèques. Et quand eux, ils sortent le carnet de chèques, ils font pas semblant. En novembre 2016, 2/3 des 4 millions d'euros récupérés par le parti ont été financés par seulement 300 personnes. Au final, 800 personnes ont financé la moitié de sa campagne présidentielle. Et pour donner autant d'argent alors que c'est contrôlé normalement en France, c'est assez simple. Il suffit de donner 7 500 € à un parti en 2016, puis 7 500 € en 2017, et enfin 4 500 € au candidat, et pas au parti. Et ça, ils peuvent le faire 2 fois parce que, en général, on est 2 dans un couple, et même si ça redirige vers le même compte en banque. Ce qui fait qu'une personne peut donner en réalité jusqu'à 40 000 € juste pour un candidat. En tout, 1200 dons ont donc largement dépassé le seuil de financement et ça a permis à une toute petite élite de financer son propre candidat. Et tout ça c'est sourcé, notamment avec les Macron Leaks qui ont apporté des documents authentiques. Mais ça, bizarrement, ça n'a pas du tout été retoqué par la commission des comptes de campagne. Et c'est donc tout naturellement que la Macronie, une fois au pouvoir, a augmenté ce monsieur de plus de 35%. C'est juste pour qu'il puisse passer en plein temps et comme ça avoir plus de temps pour se consacrer à son travail d'analyse pour vérifier l'indépendance et l'honnêteté des partis qui se sont présentés aux élections. Et il y en a des mauvaises langues qui disent que c'est de la corruption, mais pas du tout. C'est juste que le gars, il avait besoin de cet argent pour faire plein de choses. Et regarde, une fois qu'il a eu cet argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé l'un des principaux opposants, et ça, sans aucune raison valable. Merde, attends. D'ailleurs, le commissaire qui se chargeait de valider les comptes là de Mélenchon, il s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème qui se passait, et il a démissionné en dénonçant les véritables dysfonctionnements de cette commission, qui était absolument révoltante pour lui. Ouais. Du coup, c'est quand même de la corruption. Ouais. Les dons se concentrent sur Paris qui ont financé la moitié de la campagne de Macron alors qu'ils ne représentent que 3% de la population. Et bien sûr, quand je dis Paris, je parle en réalité des quartiers bourgeois. Autre chiffre marquant, Macron a réussi à mobiliser des donateurs très riches en Angleterre vu que les 1000 donateurs de là-bas ont donné en moyenne 1000 €. En Marche est donc une vraie petite start-up financée par ceux qui voyaient en cette entreprise un investissement à long terme. Et bien sûr, le fait que le parti soit financé par des grandes fortunes n'a jamais été assumé par la Macronie pendant sa campagne. Macron existe grâce et uniquement grâce aux grandes fortunes. Grâce à ces dons, Emmanuel Macron a réussi à financer son parti. Il lui manquait plus qu'un programme, ne serait-ce que pour faire semblant. Et ce programme, il sera drapé par une autorité, celle des citoyens, puisque le parti se revendique des démarches participatives et il va largement le faire savoir. Parce qu'il ne faut pas l'oublier ça aussi, Macron fut un candidat qui a promis de nouvelles pratiques, qui voulait rétablir la confiance entre l'État et les gens en intégrant directement les citoyens dans le processus démocratique. Alors oui, on est d'accord, c'est de la langue de bois, mais c'était quand même au cœur du projet. D'où la Convention citoyenne pour le climat, d'où aussi la volonté affichée de simplifier les processus de décision publique. On retrouve sur le site d'En Marche de nombreuses mesures qui vont dans ce sens et ils sont à chaque fois justifiés par un message d'un Français présenté comme lambda.
Des citations qui ne sortent pas nulle part puisque ça vient de la Grande Marche. La Grande Marche, c'était quoi? C'était une initiative qui consistait à faire du porte-à-porte pour recueillir le ressentiment des gens pour transformer ça après en propositions concrètes. Et ça, c'est l'acte fondateur de leur programme. D'ailleurs, il y a un petit mépris de classe là qui se niche là-dedans parce que le peuple, lui, il est juste capable d'être dans le ressenti et de dire 2-3 mots quand on lui pose une question alors que les mecs de l'ENA, eux, ils sont capables d'écrire tout un programme à partir de ça. Pour faire du porte-à-porte, notre futur président a fait appel à une start-up de la stratégie électorale. Leur boulot, c'est de rassembler un tas immense de données pour présélectionner des portes chez qui il faudrait frapper si on veut bien être accueilli. Un travail fait à partir des statistiques de l'INSEE, mais aussi des résultats des bureaux de vote. Une fois sur le bas de la porte, les marcheurs avaient une autre application pour prendre des notes et poser des questions issues d'un questionnaire unique. La Macronie a donc pu récolter énormément de réponses à des questions comme « Si vous aviez une chose à demander à la politique, ce serait quoi ?» La start-up a ensuite croisé les données de ces 25 000 questionnaires récoltés. Une info qu'on ne peut d'ailleurs pas du tout vérifier, comme le nombre réel de participants à ce truc-là. Ce que l'on sait par contre, c'est que les réponses étaient très lacunaires. Quelques mots, pas plus, pas de quoi développer une pensée politique. La Macronie s'est donc retrouvée avec énormément d'opinions qui pouvaient attacher à un âge, à une profession, à une catégorie sociale. Et ils ont aussi pu récupérer énormément de formules pour savoir comment exactement les gens s'exprimaient. En fait, ils ont recueilli toutes les informations qu'il leur fallait pour lancer une campagne marketing. Ce qu'ils ont fait, de manière très concrète, c'est une étude de marché. Ils n'ont pas construit un programme à partir d'une idéologie. Ils ont construit un programme à partir de ce qui allait marcher. Ce qui est quand même des choses totalement différentes. Et d'où d'ailleurs leur rengaine qui consistait à dire qu'importe le programme, l'important c'est la direction, ou alors leur manque abyssal de fond politique. Tout ça, ça s'expliquait parce que ces gens-là se sont fédérés autour de la langue de bois. C'est ça leur acte fondateur. C'est une langue de bois qui a été construite de manière marketing, de manière scientifique, de manière mathématique pour être efficace. Macron est de bout en bout un produit marketé. La stratégie, elle est assez simple de la part d'Emmanuel Macron, c'est déjà d'accéder au second tour en mobilisant assez et un second tour de préférence face à Marine Le Pen pour être sûr de gagner à tous les coups. Et comme à chaque élection, l'important c'est pas forcément de convaincre les gens avec intelligence, hein. C'est juste de convaincre suffisamment de personnes pour gagner. Et ça, si t'es suffisamment flou, si t'es suffisamment infantilisant et que t'es pas conflictuel ni clivant, ça suffit pour gagner en fait. Oui, mais il manque quelque chose à ça, c'est le relais médiatique pour qu'il puisse répéter de manière démesurée encore et encore les mêmes éléments de langage pour que ça rentre dans la tête des gens. Et pour comprendre ça, tu as un super article du Vent se lève. Macron était un inconnu en 2015, mais il va progressivement être un sujet récurrent des médias de milliardaires. D'abord, des éditocrates comme Geoffrin, Barbier et les autres qui le qualifient d'iconoclaste, de renouveau, de modernité, de vente fraîcheur. Entre janvier 2015 et janvier 2017, il a profité de 8000 articles de presse et bien plus que ses concurrents. Ses relations avec Mimi Marchand lui ont permis d'enchaîner les unes avec Brigitte Macron pour narrer une romance qui a bien dû plaire à un électorat âgé. Mais c'est aussi le cas des autres médias qui en ont fait un sujet de société, preuve de son progressisme. Tout comme sa barbe de 3 jours qui fut le sujet de nombreux articles, puis le fait qu'il s'est coupé en la rasant qui fut le sujet d'une nouvelle volée d'articles. Pour vous donner une idée, fin 2016, les meetings d'Emmanuel Macron étaient plus retransmis sur BFM que l'addition des 4 autres principaux concurrents. Le jour où il déclare sa candidature, France 2 lui consacre 22 minutes dans son JT, soit les 2/3 de l'émission, quand Macron lui-même est en même temps l'invité de TF1. Et à ce moment-là, je le répète, Macron n'a ni parti, ni programme, ni soutien populaire. Toute cette élite médiatique se donne alors la main et la parole pour répéter encore et encore les mêmes éléments de langage pour faire de Macron un candidat anti-système. Parce que ça aussi, il faut pas l'oublier, c'est que Macron, il fut un candidat dégagiste. Enfin, il a soutenu un peu ce discours-là, ce qui était assez dur à croire, mais c'est quand même ce qu'il a dit. Pour rappel, son bouquin qui a lancé sa campagne et tout ça, il s'appelait Révolution. Quand Bayrou, il a commencé à se rapprocher d'Emmanuel Macron, il a dit quoi? Il a dit que s'ils se mettaient ensemble, ils allaient faire sauter la banque. Ils allaient faire sauter la banque. Un mec a écrit un bouquin Révolution quand même. Et il y a même un article qui disait qu'Emmanuel Macron et Nuit debout, c'était le même combat. Ça quand même, ça fait un peu mal au cœur. Et le plus fou, c'est que c'est du bidon quoi. C'est qu'Emmanuel Macron, c'est pas du tout le renouveau, il est juste jeune, c'est juste ça la différence. Parce que politiquement parlant, il porte le libéralisme économique qui est en France depuis 40 ans au moins, depuis le traité de Maastricht. Et à partir de ce moment-là, le parti médiatique avait choisi son candidat et le faisait savoir. Donc forcément, cela a boosté Macron qui progressait dans les sondages. Les médias ont donc pu reboucler en parlant des progrès de Macron, de la fusée Macron, ou pire encore, Macron a été
été désigné par BFM comme l'homme politique préféré des Français. Ce qui a bien changé depuis. En fait, les médias, ils commentent une action qui a été produite par eux-mêmes. Parce qu'ils ont mis en avant Emmanuel Macron, donc ils montent dans les sondages et les médias ils disent « Oh mon Dieu, la fusée Macron qui décolle, incroyable !» Alors qu'en fait, c'est juste eux qui ont créé un événement médiatique à partir de rien, qui ont juste dit ensemble la même prophétie autoréalisatrice du candidat Macron. Macron est un phénomène médiatique. Preuve est faite qu'un petit cercle de personnes assez renformées qui ont une grande présence médiatique arrive à créer des événements à partir de rien, ce qui est assez inquiétant mais qui s'explique au minimum avec 3 facteurs. Le premier, c'est que le libéralisme de Macron séduit les médias très parisiens et soi-disant de gauche que sont Libé, l'Obs, Slate, etc., etc. Macron, c'est le candidat des élitocrates. Il reprend le même langage et les mêmes idées, donc fatalement, les hauts cadres médiatiques le soutiennent honnêtement. Enfin, honnêtement, contre toute déontologie journalistique, évidemment, mais on n'en est plus là à ce niveau-là. C'est juste qu'ils ont honnêtement cru qu'Emmanuel Macron était un bon candidat parce que, il y avait une corrélation entre sa pensée et la leur. Deuxième raison qui explique d'ailleurs la première, c'est que le libéralisme d'Emmanuel Macron sert globalement les intérêts de ceux qui possèdent les médias et plus généralement même de tous ceux qui sont devenus des princes grâce au capitalisme financier. Ce qui est quand même pas mal quand on sait qu'en France, 90% des médias sont détenus par des milliardaires. Troisièmement, il y a eu tout un travail extrêmement important, minutieux et déterminant qui consistait à mettre en relation Emmanuel Macron avec les grands financiers et le monde médiatique. Ce truc-là, il a été mis en lumière par Juan Branco avec son livre Crépuscule, mais aussi par un article du Monde diplomatique qui s'intéressait précisément à ces liens-là. En tant que ministre, Macron était considéré comme la porte d'entrée auprès du président par le patron d'Orange. Niel, qui possède Free et une partie du Monde, en fait l'éloge, tout comme le créateur de Mythique, tout comme Pierre Berger, l'autre actionnaire du Monde, qui soutient sans la moindre restriction Macron dès janvier 2017. Quand il était ministre, il a permis à Drahi de se dépêtrer d'ailleurs de pas mal d'enquêtes fiscales lancées par Montebourg, et il l'a laissé racheter SFR sans contrepartie. Le truc, c'est que Drahi possède notamment Libération avec un autre acteur assez intéressant qui est la banque Rothschild. Donc forcément, Libération a fait largement la campagne de Macron. Mais il y a un autre média qui est détenu par Drahi, c'est l'Express dirigé par Barbier, qui a lui multiplié très tôt les unes pro-Macron pour lancer sa campagne. Le directeur adjoint de Bouygues Telecom, lui, rejoint directement l'équipe de Macron tant qu'à faire, tout comme l'ancien dirigeant d'un des principaux actionnaires de BFM TV. Ce qui explique d'ailleurs l'histoire des meetings de tout à l'heure. Bolloré était lui présent dans un meeting du candidat, Brigitte est habillée par LVMH, dirigée par son ami Bernard Arnault, et Macron a fait gagner 1,8 milliard à Lagardère quand il était ministre et profite, une fois candidat, d'une couverture exceptionnelle du journal du dimanche possédé par le milliardaire. Et pendant que ces mêmes médias ont détruit la campagne de Fillon pour des histoires de costards, Macron dépense des dizaines de millions d'euros de Bercy pour préparer sa candidature, fausse sa déclaration de patrimoine et subit un redressement du fisc, vu qu'il avait sous-évalué son patrimoine pour ne pas payer l'ISF. Mais là, il n'y a rien, ni polémique, ni demande d'excuses. En fait, Macron, c'est le candidat de l'oligarchie française. Et ça a marché. Emmanuel Macron est devenu le président de la République française. Et c'est autant notre faute à nous qui n'avons pas su empêcher cela que la faute de ceux qui ont voté pour lui parce qu'ils ont cru en son discours. Tout simplement parce qu'en France, on est un pays, donc on partage un destin commun et donc des responsabilités communes. Voilà. C'est aussi notre faute à nous parce qu'on n'a pas su s'organiser. Mais ce qui s'est passé en 2017, c'était en 2017. Et entre-temps, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, la situation est totalement différente et c'est ce qu'on va analyser ensemble dans les prochaines vidéos de cette chronique qui va se concentrer sur les élections présidentielles. Voilà. En attendant, des bisous et à la prochaine.